matinée, je vais la consacrer à la présentation de notre travail de la semaine et à l'esprit dans lequel nous allons travailler. Alors c'est vrai, la synastrie, comme tu l'as dit, c'est au cœur de notre vie, enfin les relations sont au cœur de notre vie. Et c'est pas évidemment la première fois que je fais ce séminaire. En 50 ans, j'ai dû le faire je ne sais combien de fois. D'ailleurs, c'était le premier séminaire que j'ai donné à Parcieux. Tu étais venue, Cathy. Voilà, c'est là que je t'ai connu à Parcieux. À Parcieux, ouais, c'était à Parcieux. Ouais, j'en parle de Parcieux, dans le deuxième tome. C'est le premier séminaire que j'ai donné en rentrant des États-Unis en 83. Je venais sortir de 2 ans avec Rudyard et puis donc j'ai donné à Parcieux à côté de Lyon. Je suis allé régulièrement pendant longtemps et où j'avais un petit pied-à-terre à Lyon, Coursuchet, si tu vois où c'est, qui est derrière Perrache. Tu vois. Tu étais venu en consultation. Ouais. Voilà, des souvenirs, quoi. Hein. J'aime bien Lyon, mais c'est Paris qui a mon cœur quand même. Surtout le PSG, mais enfin bon. Quand est-ce que j'allais le sortir? Bon, je suis un vieux Parisien au bout du compte, hein, j'ai passé presque 40 ans de ma vie à Paris, mais entre les voyages et les différents endroits. Donc c'est vrai que les relations sont au cœur de notre vie, quelle qu'elle soit. Et en consultation, il n'y a pas une consultation, on n'aborde pas d'une manière ou d'une autre la relation, quelle qu'elle soit. Que ce soit la relation avec nos amoureux ou nos amoureuses, hein, que ce soit les relations avec nos enfants, nos parents, nos amis, enfin tout, quoi. Hein, ça fait partie de notre vie. Comme disait Thomas Merton, nul n'est une île. On vit, on dit, bon, il y a des gens qui sont plus anachorètes et qui sont plus misanthropes que d'autres, hein, surtout les Saturniens en général. mais d'une manière générale, on a besoin de relations, quoi. Alors je dis toujours, et je l'ai dit ce matin, un petit post que j'ai fait sur Facebook, hein, je dis que de toute façon, les relations, on en a besoin, quoi. On en a besoin, on ne peut pas vivre sans, et ça fait partie de notre recherche intérieure. Donc l'astrologie est un outil extraordinaire. Je ne vais pas dire le contraire, évidemment, un outil extraordinaire pour comprendre le sens de nos relations. Et j'ajoutais, et je l'ai souvent dit, que maintenant, j'ai même plus besoin de lire Balzac ou Zola ou Dickens, que j'ai lu abondamment, comme Dostoïevski et d'autres, dans mon enfance et mon adolescence, parce que ce qu'on me raconte en consultation, ça vaut des romans entiers, quoi. Mais c'est pour ça que, je ne sais plus qui c'est qui disait, c'est un film d'Alain Resnais, je crois, qui s'appelle « La vie est un roman ». Et c'est vrai que la nature humaine, je commence bien à la connaître en fonction des thèmes. Je sais comment un Saturnien peut fonctionner, un Plutonien peut fonctionner, et comment il peut mieux fonctionner que ce qu'il est au départ. Donc voilà, ça c'est la première approche. Donc on va aborder les thèmes que vous avez, vos thèmes déjà, parce qu'on va commencer par ça, et les thèmes que vous avez prévu d'étudier, mais vous pouvez en étudier d'autres, on ne pourra pas tout étudier ni rentrer dans les détails. Je dis un séminaire comme ça, il faudrait 15 jours, quoi, pour qu'on aille au fond des choses. Et encore. Mais c'est le pied à l'étrier, comme je dis. Hein, c'est-à-dire que ça vous donnera pour ceux qui découvrent ou ceux qui veulent approfondir, ça vous donne des perspectives pour approfondir de votre côté ce qu'on aura abordé pendant la semaine et les partages surtout de vie que nous aurons pu faire entre nous. Ça c'est important, les partages de vie. Vous savez, c'est ce que me disait Rudyard toujours, il me disait, il y a la théorie et il y a la pratique. Et la pratique, quand on est astrologue, c'est la consultation qui est importante. C'est-à-dire rencontrer les gens. On peut étudier des thèmes de personnalité, de grands hommes, ou de grandes femmes, évidemment aussi, hein, d'écrivains, d'écrivaines, de musiciens, de musiciennes, d'hommes politiques, des people, comme on veut. On étudie tout ça, évidemment. Mais
dans l'approche de Rudyard, il me disait toujours, la pratique est importante. Il me dit, ton rôle, c'est le vécu. C'est à travers le vécu que la mise en pratique de ce que j'ai pu élaborer, à ta manière, de le partager avec les autres, quoi. Donc ça, c'est ce que j'ai privilégié, évidemment, de partager tout ça. Donc on va étudier tout ça. Alors la chose dont je me suis rendu compte d'une manière assez étonnante, quand vous m'avez envoyé les différents thèmes, les autres fois où j'ai fait ce séminaire, c'était toujours des thèmes d'une relation affective. Et là, il y en a quelques-unes, bien sûr, mais bizarrement, tous les thèmes dans leur ensemble sont des thèmes de relation avec, non pas sur le plan amoureux ou de couple, qui a été la base du travail sur la synastrie qu'on fait habituellement, mais des thèmes soit avec vos enfants, soit avec des amis, soit avec... Dans l'approche précédente, nous avions donc vu les thèmes d'enfants et la meilleure manière d'aborder un thème d'enfant, car nous avions dit que on n'aborde pas un thème d'enfant, voire d'adolescent, puisqu'on avait aussi pris cette option-là, bien qu'on ne considère pas directement les adolescents dans cette catégorie des enfants, puisque c'est encore une autre étape dans le cheminement de la vie et de la conscience. Mais les adolescents, on les verra plus, encore mieux, disons, avec le travail sur l'orientation professionnelle et la mission de vie, parce que c'est surtout à ce moment-là qu'on peut aussi les cadrer. Donc ce que je disais à propos des thèmes d'enfants, c'est surtout les thèmes de petits-enfants, soit qui viennent de naître évidemment, et dont les parents veulent connaître les orientations à la fois karmiques et dharmiques, c'est-à-dire quelles sont leurs problématiques, quelles sont leurs difficultés d'être, quelles sont leurs aspirations en tant qu'âme aussi, ce qu'on peut percevoir dans le thème par rapport à ça, pour que, comme on le disait, les parents ne soient pas uniquement des personnes qui essayent d'imprimer une éducation, par exemple, aux enfants, mais qu'ils soient aussi à l'écoute de leur cheminement intérieur. Les parents ont été choisis par les enfants d'une certaine manière, ainsi qu'on le dit dans une perspective ésotérique, et nos enfants le savent bien. Ma fille m'a toujours raconté que, effectivement, elle était dans un certain espace-temps, sans que je lui pose aucune question, que je lui parle de quoi que ce soit. Elle nous a décrit comment elle nous avait choisis, et beaucoup d'enfants le racontent. Et Elisabeth Reich, dans son livre qui s'appelle Initiation, parle très bien de cette perspective de l'incarnation. Donc, les enfants, que nous avons été aussi, il ne faut pas l'oublier, avons une perspective de vie. Nous nous réincarnons dans cette école de la vie pour progresser, pour que notre âme progresse, et de vie en vie, d'incarnation en incarnation et de parents en enfants, nous sommes là pour progresser sur ce chemin de la conscience et de l'éveil de soi, ou de l'éveil à soi, pour aller vers une plus grande réalisation à la fois de toutes nos potentialités, mais aussi une plus grande réalisation de notre essence cosmique, divine, comme vous voulez l'appeler, chez Chogyam Trungpa, dans l'enseignement Shambhala, qui est un enseignement extrêmement intéressant justement pour éduquer les enfants. Chogyam Trungpa parle de la bonté primordiale, comme le fait d'ailleurs d'une manière générale le bouddhisme tibétain et le bouddhisme en particulier. Et c'est la manière dont on va travailler. Dans la synastrie, d'abord, on va regarder qui on est. Moi, qui je suis, toi, qui tu es. Moi, toi, moi, quoi. Hein, qui tu es, quel type de relation je recherche, tel que c'est inscrit dans mon thème. C'est la première étape dans la synastrie, évidemment. Qui suis-je? Quel type de relation? Donc il y a évidemment des outils qui vont nous le dire. Hein. Suivant le type de relation, on va regarder les facteurs du thème qui vont nous permettre de comprendre tout ça. Hein. Donc, qui suis-je? Et surtout, ce qu'on oublie de faire, à mon avis, quand j'écoute des personnes parler de synastrie, c'est de regarder qui on est aussi en dehors des outils techniques qui vont nous dire, voilà, par exemple, la tradition dit que chez un homme,
entre autres choses, la lune représente une certaine image de la femme qu'il porte en lui, de l'anima. Si vous prenez n'importe quel livre d'astrologie traditionnelle, c'est pas faux. C'est pas faux. Encore faut-il faire la distinction, pour cet aspect-là, entre la lune, qui représente en général Ève, l'épouse, suivant le travail qu'a fait Paul Salomon dans la femme solaire. Vous avez peut-être lu, ça c'est un livre que je recommande justement à des personnes qui sont dans des problèmes relationnels. Il y a en chaque femme, nous dit Paul Salomon, et c'est tout à fait juste, il y a Ève, la lune, et puis il y a Lilith. Alors, la plupart du temps, suivant le milieu social dans lequel nous sommes, socioculturel, nous sommes conditionnés par ce que doit être une femme dans la société, ce que doit être un homme. Ça bouge, bien sûr, ça évolue, mais ça reste encore très présent dans nos psychés, puisqu'on est formaté quelque part. Et c'est vrai que la lune représente cet aspect-là de la femme, mais il faut regarder la lune noire chez un homme aussi. Et la lune noire, il y a 2 lunes noires, mais on sera peut-être amené à en parler, il y en a même 3. Mais enfin, moi je travaille avec 2 principalement, parce qu'à l'époque où j'ai commencé à aborder ce sujet, il y avait la lune noire moyenne, d'abord la lune noire corrigée, ce qu'on appelait la lune noire corrigée, il n'y avait que ces tables-là, il n'y avait pas d'ordinateur. Par la suite est apparue la lune noire moyenne, et là, suivant le travail de Jean Carteret, qui est un grand philosophe, astrologue, qui était de la même promotion que Jean-Paul Sartre, lui il a pris la tangente, il est devenu un déviant, Carteret. Vous pouvez lire l'approche de Carteret dans un livre qui s'appelle par exemple Des dialogues et du verbe, aux éditions L'Originel, si je me souviens bien. Et donc Carteret faisait bien la distinction entre la lune blanche et la lune noire. Ce qui a été repris par un livre que je recommande aussi, que nous aborderons dans les modules de la formation, celui sur la lune noire, le livre de Jacqueline Aimé, qui était la compagne d'un grand peintre, d'ailleurs, je ne me rappelle plus le nom, enfin vous le trouverez sur Internet en regardant, qui était disciple de Carteret, en même temps que Joël de Gravelaine, qui a écrit aussi un livre sur Lilith, la lune noire. Et Carteret disait que, effectivement, il y avait 2 lunes noires à l'époque, puisque la troisième qui est sortie de derrière les fagots tout d'un coup, c'était la lune noire vraie. Alors, comme je ne l'avais pas intégré dans mon approche au départ, je regarde ce que ça peut donner, à quoi ça correspond. Tant que moi, je n'ai pas vécu dans ma vie à moi, que je n'ai pas compris comment ça fonctionne, comment moi je l'ai vécu, ça reste théorique. Et une théorie, on peut en discuter. Tandis qu'un vécu, c'est un vécu, quoi. Donc ça veut dire qu'on a fait l'expérience de... J'ai mis longtemps avant de comprendre ce qu'était la lune noire, pourtant j'avais lu des tonnes de bouquins sur la lune noire en français, en anglais, mais je n'avais pas compris ce que ça signifiait dans ma vie. Jusqu'au jour où, à la faveur d'un transit d'Uranus sur la lune noire, pof, ça m'est apparu d'une manière claire et évidente, et donc là j'ai pu l'intégrer dans mon enseignement. Bien que Rudyard ne s'y intéressait pas spécialement. Il ne s'intéressait pas à la lune noire, il ne s'intéressait pas à Chiron, comme vous voulez, parce qu'à l'époque c'était pas encore à l'ordre du jour, quoi. Vraiment. Encore qu'il parle un peu de Chiron dans certains de ses livres, mais il n'a pas abordé en profondeur. Donc, vous voyez, les lunes noires, chez un homme, ça peut être important, mais chez une femme, la lune représente elle dans sa féminité, dans sa maternité, puisque ce sont les différents aspects, mais c'est l'épouse, c'est plutôt elle. Et les lunes noires vont représenter, les lunes noires corrigées, que Carteret appelait plutôt Lilith, donc la révoltée, celle qui refuse, et la lune noire moyenne, qu'il appelait la licorne,
c'est-à-dire la lune noire intégrée spirituellement. On peut dire que la lune noire corrigée, elle fonctionne dans l'horizontalité. C'est pour ça que les femmes qui sont très marquées par la lune noire, comme par exemple June Smith, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Mona ou Mara, dans les livres de Henry Miller, hein, qui avait ascendant Scorpion, si je me rappelle bien, lune noire à l'ascendant. Si vous lisez ce qu'Henry Miller peut dire de sa relation avec cette femme, et de qui elle était, et ce que d'autres ont écrit sur Henry Miller, je mets beaucoup sur Henry Miller, parce que c'est mon écrivain formateur qui m'a permis de rentrer dans l'astrologie, ben vous verrez ce que c'est une lune noire. Une femme lune noire dans le sens sex appeal, quoi. Mais évidemment, dans ce cas-là, je lui conseille de prendre du Racel, hein, pour que le sex appeal. Hein. Mais bon, et alors, c'est la verticalité, c'est la lune noire révoltée, c'est la lune noire, le mythe de Lilith, quoi, que vous pouvez connaître dans une certaine mythologie judéo-chrétienne, quoi. Hein, c'est juste pour que tu me redises bien, Lilith, ce que tu appelles toi la lune noire, cette fameuse femme, entre autres, lune, qu'on veut, l'énergie, c'est bien celle qu'on appelle la lune noire corrigée. La lune noire, c'est toutes des lunes noires, les trois. Mais il y en a une qui s'appelle la lune noire moyenne et l'autre la lune noire corrigée. Bon, il y a la lune noire vraie, mais la lune noire corrigée, c'est Lilith. Ouais. Et la lune noire moyenne, c'est la licorne. C'est-à-dire, c'est la moyenne ou la vraie licorne? C'est la moyenne. Ah. Ouais. Et c'est l'image de la femme intégrée dans sa spiritualité, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la femme sacrée, enfin le féminin sacré. Hein, bon. Et celle, excuse-moi, dans les lunes, tu sais, c'est la même, elle ressemble aux autres, et elle a une espèce de croix en dessous, celle-là. Là. Comment elle s'appelle celle-là? Derrière. Tu sais, celle derrière, la grosse là. Il y a trois lunes noires et à côté il y a marqué. Ah, il y a Cérès aussi, je l'avais mis Cérès. Bon, vous suivez, hein? Donc, tout ça. Donc ça, on va le regarder dans un premier temps, regarder dans chaque thème quel type de relation je recherche, mais qui je suis, comment je fonctionne. Et il est évident, par exemple, ce qu'on oublie de regarder, que quelqu'un qui est très marqué par Uranus, par exemple, une dominante uranienne entre autres, il aura du mal d'être avec quelqu'un qui n'a pas un tant soit peu d'originalité, et puis bien qu'on puisse être attiré par certains aspects d'autres personnes, mais qui ne sont pas forcément uraniennes du coup. Mais l'uranien, au bout d'un certain temps, quand une relation devient routinière, par exemple, ben, il va s'emmerder au bout du compte. Hein, il faut qu'il y ait du renouveau, ou qu'il y ait en tout cas une quête commune vers quelque chose qui ne nous enferme pas et qui ne nous limite pas. Hein, vous voyez, c'est sûr que les contraires peuvent s'attirer, d'accord. Hein, donc on va regarder tout ça. Hein, donc on va regarder sans trop rentrer dans les détails et tout ça. C'est la première partie de notre travail. Donc on mettra les thèmes à l'écran, hein, parce que j'essaye d'éviter les tonnes de papier qu'on utilisait avant, hein, où il fallait, vous voyez, vous auriez dû avoir déjà les thèmes de chacun de vous près de vous, et puis les thèmes de ce que vous voulez étudier. Donc on va les projeter à l'écran, hein, sur le mur. Donc là, à ce moment-là, on va s'arranger. Quand on fera ça, ben, on s'arrangera, quoi. Hein, on sera toujours en cercle dans notre tête, quoi. Hein, donc on regardera ça. Première étape. Deuxième étape, je rencontre quelqu'un, ou je suis en couple avec quelqu'un, que ce soit
un amoureux, une amoureuse, ma compagne, mon compagnon, je prends le thème de cette personne et je regarde qui il est. Alors, si c'est dans une relation d'une femme avec un homme, on va regarder si cet homme correspond bien à ce que moi, enfin en tant que femme, je porte en moi dans ma quête de l'homme. Et inversement, si je suis un homme, ce qui est le cas d'ailleurs, eh bien, je regarde si la personne que je viens de rencontrer, elle correspond bien ou pas, déjà par sa nature profonde, à l'image de la femme que je porte en moi. Alors il se peut qu'au cours de notre chemin d'évolution, certaines images de femmes contradictoires peuvent se manifester dans notre vie, mais là, c'est la compréhension du thème qu'on va avoir et des transits, des progressions qui vont nous permettre de comprendre pourquoi. Donc ça, c'est la deuxième étape. Alors, on va faire la même chose, puisque vous avez apporté des thèmes d'enfants, de petits-enfants. Qui suis-je en tant que grand-mère, ou en tant que mère, ou en tant que père, etc. Et qui est cet enfant qui débarque dans ma vie? Que ce soit un petit enfant, quel est le lien que j'ai avec cet enfant? Qu'est-ce que je peux lui apprendre, lui transmettre, et qu'est-ce qu'il peut m'apprendre et me transmettre? Parce que c'est toujours dans les deux sens. Bien qu'on parte du principe que les parents que nous avons dans cette incarnation, nous les avons choisis au moment de notre incarnation, suivant les enseignements traditionnels, quels qu'ils soient, que ce soit en Inde ou ailleurs. Donc, c'est pas par hasard si j'ai eu tel et tel parent, ou bien si mon enfant m'a choisi moi comme père, plutôt qu'un autre. C'est étonnant d'ailleurs. J'avais vu un voyant en 94, quelque chose comme ça, un voyant américain, qui était de passage à Lucinge, là où j'habitais en Haute-Savoie. On avait créé un centre que je raconte dans le deuxième tome d'ailleurs, un centre comme ici, Lune Soleil, bon, c'était à Lucinge, donc une communauté Nouvel Âge, on appelait ça comme ça à l'époque. Et bon, il y avait des gens du monde entier qui venaient, et puis il y avait un voyant, un médium qui était passé, Jason, il s'appelait, je me rappelle de lui. Il m'avait fait une lecture. Il m'avait dit, tiens, au milieu de la lecture, tout ça, il m'a dit, il y a une âme qui cherche à s'incarner, qui va s'incarner prochainement, et qui t'a choisi comme père. Je me dis, tiens, j'étais seul à ce moment-là. C'était une période où j'étais seul. Ce qui est rare, mais ça arrive. Période où j'étais seul, je dis, qui est la mère, quoi. Je ne les vois pas venir, je ne vois pas autour de moi qui peut être... Bon, il s'est trouvé que, je le raconte là aussi, avec des approches astrologiques évidemment, que 1 an plus tard, j'ai rencontré une femme qui est tombée enceinte tout de suite de ma fille. Donc, c'est étonnant quand même. D'ailleurs, Daniel Meroy et Angie Vaudan, qui habitent ici, d'ailleurs, ce centre a été créé autour d'eux, au départ, il y a 40 ans, qui était un centre de lumière, comme Lucinge l'était, on avait des échanges avec eux, ont écrit plusieurs livres, vous savez, de mémoire d'Essénien, tout ça, et régulièrement, d'ailleurs, il y a des stages de médecine essénienne ici. Angie Vaudan habite quelques pas de là, avec son mari, Antoine Ashram, donc vous connaissez, bien sûr, pour ceux qui sont dans le coin. Mais ils avaient écrit un livre que j'ai lu à ce moment-là, avant que ma fille n'arrive, ça s'appelait Les 9 marches. Vous l'avez peut-être lu, Les 9 marches. Et Les 9 marches, c'était l'histoire d'une âme qui allait s'incarner progressivement. Donc les 9 marches, c'est les 9 mois avant l'incarnation. C'est très intéressant. Très intéressant, j'avais lu ça à ce moment-là. Donc vous voyez, on dit que les enfants qui sont les nôtres, on les a choisis. Je vais vous raconter une anecdote, peut-être que j'ai déjà raconté autrement, en consultation. Il y a une fois, il y a une dame qui vient en consultation, c'était encore quand j'étais à Paris, au tout début, là où Françoise est venue me voir,
rue Beaurepaire, c'était. Hein. Et donc, elle vient me voir, et c'était une femme très masculine, marquée par le bélier, marquée par... elle était lion, bélier, enfin il y avait plein de feux dans son thème, elle était hyper active, très dynamique, très sympa au demeurant, hein, il ne s'agit pas de porter des jugements, quels qu'ils soient, hein, plein d'intensité, elle faisait du sport, tout ça. Elle venait me voir parce qu'elle avait un problème avec son fils, qui était petit. C'est pour ça que je n'ai pas dit petit-fils, c'est son fils qui était petit, qui avait 5-6 ans, je crois, à l'époque. Elle était là, elle me dit, c'est une chiffre molle. J'ai beau le houspiller, le pousser, le bousculer, au contraire, ça va pas. Je comprends pas pourquoi il est comme ça. Normalement, un garçon, il doit être sportif, il doit être... Alors, je regarde le thème de l'enfant. Il avait du cancer et du poisson. Je dis, ben ouais, là vous êtes en train de lui bousiller sa vie, en le houspillant comme ça. Parce que, alors je lui explique, voilà comment lui il est. Hein? Lui, il est plutôt contemplatif. Il est plutôt dans une intériorité. Enfin, je lui explique quoi ce qu'on peut dire d'un enfant cancer poisson qui a 6 ou 7 ans. Quoi. Je lui dis, vous, je lui montre son thème, je lui explique, vous êtes hyper active. Je dis, ok, c'est bien, mais lui, il ne l'est pas du tout. Ou d'une autre manière. Alors, elle commence à me regarder, puis elle finit par comprendre que si elle continuait comme ça, à un moment donné, le fils allait se révolter ou fuir, ou je sais pas, enfin, poisson cancer, il a plutôt tendance à fuir, quoi. Hein, mais... Et je dis, voilà, vous voyez, vous êtes hyper active, vous voulez que tout le monde soit comme vous bousculez ceux qui ne sont pas comme vous. Hein, les poissons, hein, les gens comme ça, eux sont des contemplatifs. Vous faites votre truc, et eux, ils font le leur. Mais pourquoi cet enfant est venu dans votre vie? Pour vous apprendre la patience, pour vous apprendre le respect de l'autre, ce qui est le but d'ailleurs du bélier compulsif. Et là, elle m'a dit, ah, ouais. Et ça a changé sa vie. Et ça a changé son rapport avec cet enfant. Et quand j'ai revu plus tard l'enfant, je revois comme Françoise, hein, des personnes qui sont venues me voir en consultation il y a 40 ans. Et je vois les enfants dont j'ai fait les thèmes à la naissance, ou bien qui étaient ados à ce moment-là. Ils viennent me voir en consultation. Je vois même les petits-enfants maintenant. Ce qui veut dire que je prends de la bouteille, je prends de l'âge. Et ils me disent que, notamment celui-là dont je viens de vous parler, il me disait qu'il avait discuté avec sa mère, qui lui avait expliqué, quand il était ado et tout ça, ce que je lui avais dit. Et il m'a dit, mais c'est incroyable, elle a été super gentille avec moi. Parce que vous l'avez dit, je vous remercie, tout ça, parce qu'au départ, c'était pas évident, quoi. Voilà une anecdote parent-enfant, qui est importante, quoi. Donc ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, on rencontre quelqu'un. Qui est cette personne? Est-ce que son thème, non pas en rentrant dans la comparaison de thèmes en tant que tel, c'est-à-dire dans la synastrie exactement, rien que les deux thèmes. Est-ce que c'est un uranien, une uranienne, un plutonien, un saturnien, et l'autre qu'est-ce qu'il est? Et pourtant on s'est rencontrés, et pourtant on a quelque chose à faire ensemble si on s'est rencontrés. Il n'y a pas de hasard. Donc suivant le niveau de conscience et le travail qu'on a à faire sur soi-même, on va rencontrer les personnes qui sont nécessaires à notre évolution, comme nous sommes nécessaires à leur évolution. Hein, ma première femme, dont je parle abondamment évidemment, parce que c'est mon expérience à travers les thèmes et tout ça, elle était plutonienne. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, bien que j'étais astrologue. Elle est plutôt à l'ascendant, lune noire très forte et tout ça. Hein? Ça n'en est pas rendu compte.
Si, astrologiquement, je m'en suis rendu compte. Mais dans le vécu, vous savez, les premiers moments et les premiers temps d'une relation, c'est toujours merveilleux. Et puis petit à petit, l'uranien neptunien, on avait en commun d'être uranien. Bon, ça d'accord, c'est ce qu'il y avait en commun. On faisait de l'astrologie, on a beaucoup voyagé ensemble. Et d'ailleurs, si elle n'avait pas été là, j'aurais jamais voyagé autant que je l'ai fait dans cette période-là. Donc, sans quoi elle m'a aidé. Mais c'était une plutonienne. Et j'avais besoin d'une rencontre comme ça, à ce moment de ma vie, parce que j'étais trop neptunien, trop fusionnel, trop dépendant émotionnellement. Et ça a duré toute ma vie, tout ça. C'est un chemin de vie. Mais elle m'a vraiment aidé, malgré le côté plutonien, elle m'a vraiment aidé à prendre conscience de certaines choses et d'essayer de travailler dessus. Mais je vous dis, c'est pas du jour au lendemain qu'on se libère de nos problèmes karmiques, quoi. Mais ça va un peu mieux, quoi. Bon. ça va un peu mieux avec ma troisième femme officielle. Là, ça fait maintenant 25 ans qu'on est ensemble, ça fait 40 ans qu'on se connaît, donc ouais, faut faire attention. Parce que rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse. Et quand il ouvre ses bras, son ombre est celle d'une croix. Dites ces mots, ma vie, il n'y a pas d'amour heureux. Brassens. Aragon. Vous vous rappelez de ça, Eh bien, vous voyez, chaque relation a un sens, mais nous on cherche la perfection, on cherche la personne avec laquelle on pourra, l'âme sœur, quoi, avec laquelle on pourra faire vraiment la route et vivre quelque chose, non pas en se regardant dans le blanc des yeux, comme disait Saint-Ex, et de regarder tous les deux dans la même direction. Alors, quand on va faire cette rencontre, on va, dans la discussion, l'échange qu'on a avec la personne, on va voir où elle en est, elle, à son niveau de conscience. Dans quelle attente elle est. Alors si elle était bédouine, elle serait dans l'attente pour l'attente, mais enfin bon. Néanmoins, tant qu'on est dans l'attente, ça ne peut pas marcher. C'est le jour où on lâche prise que tout d'un coup la synchronicité se fait. Pour le stade d'évolution, on en est à un moment donné, évidemment. Donc ça, on regarde tout ça. Deuxième étape. Troisième étape, c'est de regarder la comparaison de thèmes. La comparaison de thèmes, ce qu'on appelle la comparaison de thèmes, la synastrie en tant que telle, c'est-à-dire, on va voir, on va étudier tout ça, quand on va y arriver, quels sont les aspects, les interaspects qu'il y a entre les deux thèmes. Surtout d'abord, moi je regarde d'abord les conjonctions. Quelle planète y a-t-il entre les deux thèmes, si Jupiter, par exemple, de l'un, mais est exactement à la position de la Vénus de l'autre, c'est favorable. Je ne sais plus quel auteur j'avais lu à une époque, quand j'avais commencé à étudier, un Américain. Il avait fait une liste pour et contre. Il avait listé tous les aspects qui étaient favorables entre les deux thèmes, des trigones, des sextiles, des conjonctions faciles, comme Jupiter sur Vénus ou Jupiter sur la Lune, ou des conjonctions difficiles. Saturne, mon Saturne sur l'ascendant de ma première femme, sur son Pluton. Alors pendant un temps, j'étais son sauveur. Et puis quand quand elle a repris pied dans la vie, elle a commencé à dire mais tu m'étouffes avec ton Saturne sur mon ascendant. Enfin, vous voyez, à deux moments différents, c'était bien et puis pas bien après. Mais quoi qu'il en soit, on regarde. Alors cet auteur, il faudrait que je retrouve le nom, je dois voir le bouquin, la maison quelque part. J'ai 1000 livres d'astrologie, hein, en anglais, en français. Et
on regarde, et lui, il avait fait toute la liste des aspects favorables entre les luminaires, entre les Vénus et Mars, évidemment, dans une relation affective, entre, enfin bon, tous les aspects, entre les différentes planètes, les ascendants et tout ça. Et s'il y avait plus d'aspects favorables que d'aspects défavorables, il disait que la relation était viable. Dans le cas contraire, ce en quoi je m'élève en faux. Parce que on peut avoir des aspects difficiles entre deux personnes. Bon, il y a toujours des aspects sympas, sinon on ne serait pas attiré. Mais on peut être attiré uniquement, ceci dit, à des niveaux basiques. On peut être attiré sexuellement par quelqu'un. Bon, ça c'est la loi de l'attraction, tout ça, à ce niveau-là. On peut être attiré émotionnellement, corps physique, corps émotionnel. On peut être attiré sur le plan intellectuel, donc corps mental. Mais, stop. On est attiré par... ça nous arrivait, on ne peut pas dire le contraire. D'être attiré comme ça, et puis bon, on y va, on n'y va pas, on y va, pof, on se ramasse. Ou pas. mais pour dire que c'est ça qui va nous attirer, et ça c'est l'entretien qui va nous dire. C'est pas suffisant pour construire une relation. C'est bien pour s'éclater sur un certain plan. De temps en temps, ça fait du bien. Mais c'est pas suffisant pour construire une relation. Une relation, dans le sens où nous l'entendons sur un chemin spirituel, c'est quand il y a une quête d'âme commune, qu'on a le but commun, quoi. Et ça, la plupart des gens qui sont dans le système socio-culturel, ils ne se préoccupent pas de la transcendance, surtout dans la société dans laquelle nous sommes. Société matérialiste, consumériste. J'ai vu un livre passer l'autre jour d'un certain Étier. Je vais l'acheter sur... ça s'appelle Saturation, je crois, son livre. C'est un philosophe et il parle de spiritualité. C'est dans un entretien dans Libération que j'ai vu ça. Je crois qu'il s'appelle Saturation, ce livre. Il a une quête spirituelle apparemment, mais il montre comment, c'est un économiste, un sociologue aussi, et il montre comment la société dans laquelle nous sommes, ce que d'autres ont déjà dit évidemment, font de nous des zombies. Des gens qui n'ont plus de conscience, des gens qui sont pris par le consumérisme, par, comme disait Pascal, le divertissement. Donc, il explique ça, et ils ont mis ça dans l'IB. Je me suis dit, bon, l'IB, à une époque c'était bien, mais maintenant, quand ils s'en prennent à tout ce qui est spirituel, astrologie, tout ça, ils sont eux dans un conformisme, un autre conformisme quelque part, un conformisme de gauche si vous voulez. Il y a le conformisme de droite, mais bon, c'est intéressant de lire un peu tout ça. Puis ça passe sur les réseaux sociaux, donc je crois que c'est comme ça que j'en ai eu connaissance. C'est intéressant à un niveau sociologique, comme mon maître en sociologie l'exprime très bien, Edgar Morin, d'exprimer tout ça aux personnes qui sont encore dans le système, quelque part, qui sont formatées. Je vais vous raconter une autre anecdote que je vous ai déjà racontée, je suppose, pour ceux qui me connaissent, je suppose, parce que finalement, au bout du compte, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Alors, il y en a qui me disent, mais tu radotes, à l'âge que tu as, c'est normal. Mais bon, oui, j'ai une femme qui est venue me voir, des histoires similaires, j'en ai plein, mais une femme qui vient me voir, qui habitait à Neuilly-sur-Seine, qui vient me voir à Paris. Donc déjà, le fait qu'elle soit à Neuilly-sur-Seine, vous savez, Neuilly-sur-Seine, c'est chez Sarkozy, vous savez, c'est un fief de droite, et de droite bien droite, quoi. Donc, son mari était un haut responsable de je ne sais plus quoi, d'une entreprise, je ne sais plus, et elle était femme au foyer.
Elle s'occupait de ses enfants. Une femme vraiment chouette aussi, hein. Tous les gens sont chouettes de toute façon quand on sait les aborder au niveau où ils sont. Et elle vient me voir comme ça, et puis 1515, Marignan. elle avait 40 et quelques années, ses enfants étaient grands, ils sont partis, elle avait ce qu'on appelle le syndrome du nid vide, que j'ai connu moi en tant qu'homme aussi, quand ma fille est devenue grande, parce que j'étais tellement fusionnel avec ma fille que le jour où elle est partie vivre sa vie, finalement, j'ai eu du mal à l'encaisser, quoi. Et bizarrement, j'avais des transits qui l'exprimaient. Parce que tout d'un coup, j'avais construit toute ma vie autour de ma fille, ce qui faisait dire à Mira, mais t'es pas marié avec moi, t'es marié avec ta fille. et donc, cette femme avait le syndrome du nid vide. Tout d'un coup, on se sent, tout ce qu'on a mis en place autour de elle, elle avait élevé ses enfants, elle avait été une bonne épouse, une bonne mère, donc elle avait été mettre les petits plats dans les grands quand son mari recevait des responsables haut placés et tout ça dans les domaines qui étaient le leur. Et puis voilà que 40 ans, donc le syndrome du nid vide, elle s'est rendue compte que son mari avait une maîtresse. Tout d'un coup, le monde s'écroule. En plus, elle avait 40 et quelques années, c'était au moment où Uranus fait opposition à sa position natale. Souvent, je vois des cas comme ça à ce moment-là. Moi, je me frotte les mains, évidemment, parce que je dis, c'est une période vraiment intéressante pour elle, pour passer à une autre étape de sa vie, pour devenir vraiment elle-même, et non plus être maman, ou être madame Attel, et tout ça. J'ai dit, t'as fait ça, c'était très bien, hein, c'est ce que tu avais à faire, mais toi, qui tu es? Qui es-tu? Elle avait des transits d'Uranus, même de Pluton, je crois aussi en même temps à l'époque, donc tout s'écroulait. Hein. Vous savez, quand il y a des transits de Pluton, tout ce qui est factice, tout ce qui est conventionnel, tout ce qui est conformiste, et qui n'est pas essentiel par rapport à notre vie profonde, notre vie spirituelle, à notre être essentiel, tout ça s'écroule. Parce que le but de la vie et d'une relation, c'est effectivement, à travers ces différentes expériences que nous pouvons faire, c'est effectivement de se mettre en lien avec notre être essentiel, notre moi profond, et pas simplement avec notre ego, nos pulsions, nos instincts. Et comme nous sommes des êtres humains, nous savons tous, hein, nous avons tous été là-dedans, quoi. On est encore plus ou moins là-dedans. Enfin, je parle pour moi en tout cas. Les pulsions, les instincts, les besoins, tout ça qu'on veut combler, et on veut que ce soit l'autre qui nous les comble, quoi. Que ce soit notre compagne, notre compagnon, nos enfants. On projette sur nos enfants ce qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on aurait voulu faire, et tout ça. Hein, quand j'ai dit à ma mère, mes parents étaient des agnostiques, des libres penseurs, surtout mon père. Un jour, quand elle m'a dit, mais tu crois en Dieu? Parce qu'elle voyait bien avec l'astrologie qu'elle ne croyait pas du tout, évidemment. Elle me dit, mais tu crois en Dieu alors? Alors, j'ai pas voulu lui dire que le Dieu dont elle parlait, c'était pas le Dieu des libres penseurs. Hein, vous savez, le mec avec une grande barbe blanche sur son nuage qui nous balance la foudre comme Jupiter, hein, et puis qui dit, toi tu dois faire ci, si tu fais pas ci, t'étais... Enfin bon, vous voyez, hein, j'ai fait de la catéchèse, je sais ce que c'est. Hein, et donc, elle me dit, tu crois en Dieu? Alors j'ai pas voulu lui dire que c'était une énergie qui traversait l'univers, que on était des atomes de ce grand tout, et que s'il n'y avait pas ce grand tout, on peut l'appeler comme on veut, on peut l'appeler Dieu, effectivement, on peut l'appeler le Bouddha, on peut l'appeler Krishna, on peut l'appeler comme on veut, Brahma. Eh bien, l'univers n'existerait pas, c'est évident, quoi. Et plus on est en accord avec cette dimension transpersonnelle, et plus on est libéré, plus on se libère, nos pulsions, nos instincts. Le Christ est un exemple important d'un révolutionnaire qui nous a montré le chemin pour que nous devenions nous-mêmes des Christ. Hein. Bon, alors là, quand j'ai dit ça à mon copain de curé, il m'a dit, mais ça va pas ta tête.
Je dis, mais le Christ est venu pour nous permettre de nous libérer. Pas pour nous libérer, comme il est dit, mais pour nous permettre de nous libérer et devenir nous-mêmes des Christ, c'est-à-dire des êtres essentiels. Bon, ceci dit, j'ai expliqué ça à ma mère. Enfin, je ne suis pas rentré dans les détails, il n'aurait pas compris. J'ai dit oui, je crois en Dieu. Elle me dit, mais c'est pas comme ça qu'on t'a éduqué. Hein, vous voyez, pour dire que les parents projettent sur les enfants ce qu'ils voudraient que eux auraient voulu faire. Et au-delà de ça, les autres aussi, les ancêtres. Les ancêtres, alors là on rentre dans le transgénérationnel évidemment, les ancêtres et tout ça. Là c'est intéressant de regarder de ce point de vue-là aussi, le transgénérationnel. Avec les constellations familiales par exemple, c'est très intéressant. Il y a une série qui est vraiment passionnante, si vous avez l'occasion de la regarder sur constellations familiales. Bizarrement c'est une série turque, ça s'appelle Le Chemin de l'Olivier. Si vous avez Netflix, vous pourrez regarder Le Chemin de l'Olivier, si ça y est toujours. Le Ah oui. Donc, voilà. Cette femme qui est donc venue me voir, des histoires, elle était paumée complètement. Du coup, elle ne savait plus qui elle était. Les enfants étaient partis, chacun vivait sa vie. Le mari avait une maîtresse, il n'était jamais là. Parallèlement, c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'entrer vraiment en contact. Elle était dame patronnesse, vous savez, ce qui est normal dans ces milieux-là un peu. Hein. C'est-à-dire qu'elle allait à la paroisse à la paroisse de son coin, et puis elle faisait les bonnes œuvres, quoi. Donc ça ne veut pas dire qu'elle était si nulle que ça, finalement. Elle avait, c'est une chrétienne quand même. Et elle était dans l'archevêché de Nanterre, dont l'évêque était mon ami. Donc tout de suite, ça nous a permis de parler. J'ai branché là-dessus. C'était l'abbé d'Aucourt. Moi, je l'ai connu en tant qu'abbé bien des années avant. Et quelqu'un lui avait dit, ou tu seras pendu, ou tu seras évêque. Il était évêque. Donc même parfois, ça me faisait rigoler, parce que quand je l'appelais pour prendre rendez-vous, tout ça, pour qu'on se fasse un resto ensemble, tout ça, je tombais sur la secrétaire à l'archevêché, je disais, vous pouvez me passer Monseigneur, s'il vous plaît. Monseigneur. Alors quand on connaît l'individu, bien sûr c'était un homme tout à fait remarquable, un vrai chrétien, un vrai évêque, quoi. Comme il peut en exister aussi, finalement. Et donc, on a beaucoup. J'ai fait son thème, il me demandait de faire son thème et tout, il ne le disait pas, évidemment. Quand j'étais prof dans une institution catholique à Besançon, à Notre-Dame, j'étais prof de droit, d'économie et de secrétariat, eh bien, lui, il était l'aumônier. Et entre-temps, il avait été aumônier des Gitans à Montbéliard. Donc pour vous dire, puis aumônier, entre autres, à Notre-Dame, pour les élèves, c'est avec des filles. Et par la suite, il était devenu le père du grand séminaire de Besançon. Et il me faisait venir, par la suite, il m'a fait venir pour que je donne à ces séminaristes des cours pour les informer sur le bouddhisme, sur l'hindouisme, qui était ma voie à moi. Et puis il leur disait, mais vous savez, il n'y a pas que le catholicisme, il n'y a pas que le christianisme. Il y a aussi d'autres religions, d'autres spiritualités dans le monde qui sont aussi belles, aussi profondes que le catholicisme. C'est merveilleux d'entendre un prêtre dire ça. Parce que pour eux, hors de l'église, point de salut, quoi. Mais après, c'est vrai chez les autres aussi, quand on devient inféodé. Quoi qu'il en soit, cette femme, c'était son aumônier, c'était son confesseur. Donc, quand je lui ai dit que c'était mon ami, le lien a pu se créer. L'ami de l'évêque.
du père de cour. Et on a commencé à travailler. Elle est venue, elle, pendant plus d'une année, elle est venue régulièrement tous les mois pour qu'on travaille. À un moment donné, on travaillait plus sur le thème. Je l'accompagnais dans ce cheminement de découverte elle-même. Alors, c'est là où je lui ai fait lire La femme solaire. Je vous ai dit tout à l'heure, la femme solaire. Au début, il y a la femme soumise et l'homme dominant. Puis la femme se révolte, il y a la femme révoltée. Elle va rencontrer un homme un peu plus éclairé. Puis la femme va évoluer, puis elle va être éclairée, elle va rencontrer un homme encore plus éclairé. Vous pouvez voir dans la femme solaire. Et après, elle devient la femme solaire, elle va rencontrer l'homme lunaire. Vous voyez, c'est le cheminement d'intégration de l'animus et de l'anima vu sous cet angle-là. Donc, on a travaillé là-dessus. Et puis, elle a commencé à découvrir ses dons, qu'est-ce qu'elle pouvait faire dans la vie, qu'est-ce qu'elle pouvait développer, et puis elle a commencé à s'autonomiser. Bon, après, là, ça lui a ouvert des nouvelles portes dans sa vie. Je lui ai montré comment sa foi chrétienne avait du sens, pouvait l'aider à passer à une autre manière de vivre les choses. Je lui ai fait lire Arnaud Desjardins, Pour une vie réussie, qui a comme titre Pour un amour réussi. Donc, voilà. Il dit tout ça. Bon, voilà les exemples de vie qui sont là. Ça, c'est la troisième étape, en fait. On regarde, en fonction de là où situent les deux personnes qui nous font faire le thème, on regarde ce qui se passe dans les deux thèmes. De même, on regarde quand il y a une crise de couple, évidemment, par exemple, ce qui arrive, on est bien placé pour le savoir, il y a des crises de couple. Je me rappelle une fois, je vous raconte des anecdotes parce que c'est du vécu, des anecdotes de consultation. Il y a un couple, c'était là aussi quand j'étais à Paris au début, un couple qui vient me voir, ils étaient tous les deux thérapeutes, ils étaient tous les deux, travaillaient avec Jean et Janine Assens, vous avez peut-être connu, qui travaillaient avec Jodorowsky par ailleurs. Et donc là j'avais tout un groupe qui venait régulièrement me voir, et lui il avait des transits de Saturne sur Mars. Et il était plus disponible, aussi bien affectivement que sexuellement. Et la femme se plaignait, parce qu'elle n'avait pas de transit de Saturne. Elle se plaignait qu'il était plus disponible, qu'en fait il m'aime plus, en fait... voilà, donc il n'y avait plus rien, ils étaient en froid, comme ça peut être le cas avec Saturne quand il est mal vécu. J'explique qu'il y a une étape de sa vie, même en couple, où il a besoin de prendre du recul, de la distance, que la vie lui demande à ce moment-là de faire un travail sur lui-même et de prendre ce temps pour lui, parce que c'est nécessaire dans son chemin, puisque c'est inscrit dans sa feuille de route. Quand j'ai expliqué ça, après, ça s'est très bien passé. Elle lui a laissé le temps de vivre le temps du transit, je leur ai expliqué, je leur ai donné un planning. J'ai dit voilà, telle date, il va passer exact sur Mars. Bon, c'était déjà passé. À telle date, il revient en rétrogradation. Et à telle date, c'est son dernier passage en direct. Donc, il faut que tu lui laisses le temps de cuver un peu tout ça, et de vivre ce besoin d'intériorité qu'il a. Et donc, elle savait que ça marche, c'est un processus, il ne faut pas s'attacher aux dates exactes. C'est un processus qui commence au premier aspect, qui se termine au dernier aspect, mais qui commence bien avant, parce qu'il y a les prémices qui se présentent auparavant. Comme on dit, quand une planète va arriver, elle va devenir stationnaire direct ou stationnaire rétrograde, enfin suivant le cas. Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est de regarder ce qu'on appelle le thème composite. Alors j'ai fait un choix, alors quand j'ai découvert ça, c'était quand j'étais aux États-Unis, ça n'existait pas, on n'en parlait pas encore en France,
à travers des livres de Robert Rand notamment. Hein, et le thème composite, j'ai hésité pendant un temps entre le thème qu'on appelle le thème de lieu et le thème composite. Hein, le thème de lieu, on l'appelle thème mi-espace, mi-temps. C'est-à-dire qu'on va calculer la moyenne entre les deux longitudes et entre les deux latitudes et les années. Il y a un décalage d'années. Et on va trouver au mi-point entre les deux, on va trouver non seulement une date précise d'ailleurs, qui est au mi-point entre les deux dates, et un lieu qui est le mi-point entre les deux longitudes et latitudes. Alors il se peut qu'à ce moment-là, le lieu tombe en plein au milieu de l'océan Atlantique. Hein. Mais comme c'est arrivé, j'ai déjà vu ça. Parfois c'est un lieu particulier, ça tombe sur une ville, dans un pays, tout ça, particulier. Ça peut être intéressant d'un point de vue karmique de dire tiens, je vais aller regarder pourquoi notre thème de couple, mi-espace, mi-temps, il nous amène dans telle contrée, dans telle région, dans telle ville. Ça peut arriver que ça tombe pile dessus. Donc, mais bon, j'ai privilégié au bout du compte le thème composite, parce que le thème composite, c'est les mi-points entre les deux thèmes. C'est-à-dire que le soleil composite, le soleil du thème relationnel, c'est le mi-point entre les deux soleils de chacun. La lune composite, c'est le mi-point entre les deux lunes, etc. Hein, bon, maintenant les ordinateurs, ils nous font ça très bien. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'ordinateur. Imaginez la prise de tête. Pour moi qui ne suis pas un scientifique ni un matheux, je me suis arraché les cheveux, comme vous pouvez voir. Hein. Mais bon, à toute chose, comme on dit, toute chose a une fin utile, quoi. Quoi qu'il en soit, c'est ça qu'on va regarder. Et on regardera, si on a le temps évidemment, parce que je vous mets à l'esprit tout ce qu'il y aurait à travailler, et je vous dis, ça prend, vu le nombre qu'on est, vu le nombre de thèmes, ça va prendre du temps, mais on abordera. Hein. Après, c'est dans le travail que vous ferez vous-même, dans votre laboratoire à vous, que vous pourrez approfondir tout ce qu'on a dit. Hein. Donc on va regarder aussi ce que l'un apporte au couple, c'est-à-dire qu'on va faire une comparaison de thèmes entre la personne du couple, des enfants. Moi j'ai fait le thème avec ma mère, avec mon père, tout ça, et on voit ce que ma mère apporte dans notre relation de couple, si je puis dire, dans notre relation, ce que moi je peux apporter, mais aussi ce qu'on n'apporte pas. Quelles sont les difficultés qui se manifestent. Donc c'est un outil extrêmement intéressant. Et là, dans ce cas-là, tu fais une comparaison entre le composite et le thème. Le composite et le thème de chacun. Ouais. Par exemple, avec Mira, on est poisson ascendant poisson, notre thème composite. Donc on a un côté très en osmose, quoi. Ouais. Côté fusionnel un peu, mais surtout en osmose. Et par exemple, moi j'ai mon Jupiter pile où on a la lune de couple. Donc, ce que je fais, et qui est en maison 10, ce que je fais nourrit elle, puisque elle, c'est aussi la femme dans le thème de couple, hein, et de la maison 10, c'est-à-dire dans tout ce qui est notre vie sociale. Et il y a plein d'aspects comme ça. Hein. Donc, on comprend pourquoi chacun a sa place dans la relation, quoi. Ça, c'est une chose. Donc, c'est intéressant de voir ça. Hein. 1, 2, 3, 4. 5. Et cinquièmement, on l'évoquera, mais je l'évoque déjà maintenant, si on peut l'aborder, on l'abordera. Cinquième étape, c'est de regarder le moment de la rencontre. Le thème de rencontre. Alors là, je parle des relations affectives, évidemment, on rencontre quelqu'un. Ça, dans le thème avec nos enfants, évidemment, la rencontre, c'est le moment où l'enfant est né. Hein. Donc là, on n'a plus besoin de remonter un thème, hein, puisque, et suivant les interaspects qu'il y a entre nos enfants et nous, ben, pareil, on voit quels sont les liens qu'on a avec nos enfants ou nos petits-enfants
suivant le cas. Mais le thème de rencontre est intéressant parce que ça va nous donner des indications sur le sens de la rencontre. Ça nous apporte un plus. Germaine Hollet disait toujours, regardez la planète qui préside à la rencontre. Parce que ça va donner une coloration en plus de ce qu'on a pu voir par ailleurs à la rencontre. S'il y a Saturne, ça va être une relation dans la durée, mais qui est plutôt saturnienne. Si c'est Uranus qui était au moment de la rencontre, un coup de foudre, par exemple, comme ça arrive, ça va être une relation, effectivement, plus uranienne, etc. Bon, il n'y a pas que ces aspects-là. Alors, ne pas confondre le thème de rencontre. Je demande toujours aux personnes, quand ils viennent de se rencontrer, est-ce que vous avez la date de la rencontre? Pour voir les transits qu'il y avait sur les deux thèmes à ce moment-là. Mais cet aspect-là est intéressant pour mieux comprendre le but de la relation, ce pourquoi les personnes se rencontrent, etc. Et ça nous donne les énergies qui étaient à l'œuvre au moment de la rencontre. Ne pas confondre le thème de rencontre avec un thème de mariage. Le thème de mariage, c'est un thème de mariage qui arrive après. Qui arrive après parce qu'on peut monter le thème du moment du mariage ou du pacte, ou quand on se paxe, par exemple, on peut monter. Le thème de mariage, c'est encore quelque chose de différent. Il y a beaucoup de gens qui me demandent de leur donner une date pour leur mariage qui soit propice. Mais il n'y a pas de ciel totalement propice. Il y a des bonnes choses, donc j'essaye de regarder. Alors dans ce cas-là, je fais ce qu'on appelle un thème d'élection. C'est-à-dire, le thème d'élection, c'est de choisir le meilleur moment pour être en accord avec les lois cosmiques, avec le ciel, donc, en fonction du but qu'on s'est donné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un thème d'élection. Alors là, on peut regarder aussi, pour l'heure du mariage, l'heure planétaire. On rentre dans un autre truc, là encore. Ça va donner le sens du mariage, quoi. Ça va donner comment le mariage peut se développer et tout. Mais en fait, l'heure qu'on donne, c'est jamais la bonne heure. Parce que des fois, il faut attendre, des fois... mais bon, je le fais, comme il y a des gens qui me demandent de faire des thèmes d'élection pour quel est le meilleur moment pour que je me fasse opérer. Bon, c'est l'astrologie traditionnelle, mais j'aime pas trop faire ça en réalité. J'aime pas trop faire ça parce que je me dis que la vie nous amène à vivre ce qu'on a à vivre. Et après coup, on peut regarder, comme le thème de rencontre, par exemple. Donc vouloir essayer de transgresser le truc, ça ne marchera pas. Dis-moi, Samuel, pour un thème de rencontre, quand par exemple on se rencontre une première fois, on ne fait pas très attention, on se connaît pendant 1 an, 2 ans sans faire gaffe, et après il se passe vraiment la rencontre, tu prends quelle date pour la rencontre? Je prends les 2 dates. Les 2, hein? Ouais. Par exemple, avec Mira. Oui. On s'est connus il y a 40 ans. On a eu une histoire il y a 40 ans. Je sais très bien, parce que je note tout sur mes carnets, je sais très bien à quelle date et à quelle heure on s'est vu la première fois. J'ai mes carnets Covadis, c'est une valise pleine de tous mes carnets qui me permettent d'ailleurs de faire mes mémoires, parce que je sais où j'étais à tel moment, quelle heure, pour les consultations, tout est gardé, tout ça. Et puis, la vie nous a amenés, ça a duré quelques mois, et la vie nous a amenés à partir chacun de notre côté. Et 20 ans plus tard, on s'est retrouvés. Dans des circonstances extraordinaires, évidemment. Donc, j'ai pu monter le thème de notre rencontre, première, et le thème de notre rencontre qui préside à ce qu'on est maintenant depuis 25 ans. Quoi. Est-ce que la première rencontre laissait penser qu'il y en aurait une deuxième? J'ai pas regardé sous cet angle-là. Ouais. Je me rappelle une fois, une personne qui était venue en consultation, ma voix, une jeune femme,
Et puis je lui ai dit, tiens, à telle date, tu vas rencontrer quelqu'un. C'était quelques années plus tard, quoi, 1 ou 2 ans plus tard. Puis 2 ans plus tard, c'est moi qu'elle rencontre. C'est que tu as connu d'ailleurs, Marie-Noël. Oui. Ouais. Avec qui j'étais pas marié, mais avec qui j'étais en couple. Et c'est bizarre parce j'avais vu qu'elle allait rencontrer quelqu'un. Ben, je n'avais pas vu que c'était moi. Bon, ça c'est. Comment? Ça t'est arrivé, ouais. Ouais. Donc, vous voyez, c'est quand même extraordinaire tout ça. C'est extraordinaire. Bon, on va. Vous n'avez pas envie de. Une petite pause? Ouais. Après, je conclurai pour cette matinée. Un message de Jessica qui embrasse tous ceux qu'elle connaît, et puis salue tous ceux qu'elle embrasse aussi. D'ailleurs, elle dit j'embrasse tout le monde. Et donc, pour nous souhaiter un bon séminaire, je regrette de ne pas pouvoir venir. Bon. Donc, pour conclure cette présentation, je rappelle que tout ce que j'ai pu dire depuis ce matin, que le but de la relation, c'est pas de chercher à proprement parler une relation, hein, bien que la relation soit un jalon sur notre chemin, mais puisqu'on travaille sur les relations et que c'est une problématique, entre guillemets, problématique dans notre vie, mais c'est que le but, c'est d'abord d'être soi-même en relation avec soi-même. C'est-à-dire d'être, comme disait Arnaud Desjardins, un sans second. Bon, là, c'est quand on fait le chemin du transpersonnel et qu'on n'a plus besoin de l'autre en tant que tel pour exister, finalement. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des relations dans la vie, quoi, de tous les jours, et d'être en couple et tout. Mais c'est pour ça que les grands sages, en général, ne sont pas en couple, hein, parce qu'ils ont atteint un degré de liberté intérieure où ils se suffisent à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont tellement nourris par le divin, finalement, que le reste, c'est pas que ça compte pas, mais ça n'a plus le même sens. C'est les différents plans, hein, biologiques, socioculturels, individuels, transpersonnels. Hein, mais le but, c'est bien ça, c'est d'arriver à en faire en sorte que notre moi existentiel soit en accord avec notre moi essentiel. Ceci dit, les relations que nous rencontrons sur notre chemin sont là pas par hasard, pour nous amener à faire ce chemin-là, justement, et apprendre, précisément, l'une des choses les plus importantes qui nous est demandé d'apprendre, et surtout pour le neptunien que je suis, un de mes aspects, qui se fait engueuler sans arrêt par mon côté uranien, hein, parce que les deux, ils s'engueulent en moi. Mon côté neptunien, il était très dans la fusion, donc dans la confusion, et l'uranien qui aime bien l'indépendance, l'autonomie et tout ça, eh ben il engueule. Il dit ouais, mais arrête, là tu te fais bouffer, là, ça va pas, quoi. Donc c'est vrai, hein, c'est le dialogue intérieur, quoi. Et donc le but, c'est arriver à être autonome, à être indépendant, et à ne plus avoir besoin de qui que ce soit pour se réaliser, si ce n'est du divin, peut-être on pourrait dire comme ça. Hein, ça, c'est les enseignements que personnellement je suis. Mais nous vivons des relations quand même, quoi. Hein, donc voilà. On peut faire ça, mais en fait, après chercher de la cerise sur le gâteau et faire prendre tout sur le gâteau. Oui, on peut dire, oui. Mais les grands maîtres, bien souvent, ils ne sont pas en couple, comme nous on peut l'être, sur ces différents plans. Mais si vous prenez, par exemple, Sri Aurobindo, il y avait la mère. Hein, si vous prenez Swami Ramdas, il y avait aussi la mère à côté. Hein, bien souvent,
ils peuvent avoir besoin de leur shakti, comme on dit, de leur féminin à côté d'eux, parce que le féminin et le masculin se conjuguent aussi à ces niveaux-là, quoi. Mais c'est vrai que c'est plus un couple au sens où nous on peut l'entendre, quoi. Hein, c'est des couples spirituels, hein, comme Mahananda Mahi était mariée, par exemple. Si vous connaissez Mahananda Mahi, elle était mariée et comme c'était le cas en Inde à cette époque-là, hein, à la fin du 19e, début du 20e, ils se mariaient quand ils étaient jeunes, quand ils étaient enfants. Mais elle explique qu'elle n'avait jamais eu de rapport sexuel avec son mari, mais dès le départ, parce qu'elle était déjà sur un autre plan. Et le mari a été son mari pendant toute sa vie, et il était complètement derrière elle, à la soutenir dans tout ce qu'elle entreprenait. Hein, c'est Ramakrishna aussi, il avait sa Shakti. Voilà, donc, mais ça c'est à d'autres niveaux, quoi, quelque part. Je ne me sens pas encore être à ce stade-là, quoi. Mais bon, j'y travaille quelque part. Alors, je voudrais conclure sur les relations d'une manière générale en vous parlant d'une philosophie, d'une approche de la vie qui peut être intéressante. Voilà un livre parmi d'autres, il y en a tellement sur le couple, sur l'astrologie, un que j'aime bien, c'est un Américain, comme il y a deux Américains que j'aime bien, il y en a un qui s'appelle Howard Sasportas, dont tous les livres ne sont pas traduits d'ailleurs. Donc si vous lisez l'anglais, vous pouvez les acheter sur Kindle, vous savez, hein, les livres qui ne sont pas traduits. Hein, ça coûte moins cher que de les faire venir des États-Unis par Amazon et tout ça. Hein, l'autre, c'est Richard Heidemann. Ça s'appelle « À travers le miroir ». C'est un livre d'astrologie. Hein. « À travers le miroir, la quête de soi à travers la relation ». Richard Heidemann. I-D-E-M-O-N. Through the Looking Glass, à travers le miroir. À travers le miroir, et puis c'est après, à travers le miroir, et la quête de soi à travers la relation. Alors celui-là, il est traduit. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est une approche qui me semble intéressante d'un certain point de vue. C'est au Rocher, édition du Rocher. C'est sous un nom d'astrologie. C'est un livre d'astrologie, mais qui peut être lu aussi par quelqu'un qui ne fait pas de l'astrologie à proprement parler, bien qu'il y ait des références astrologiques. Par exemple, ce que j'aime bien dans son approche, c'est ce que d'autres ont fait, comme Arnaud Desjardins, comme d'autres enseignements. Hein, ce que j'aime bien, c'est qu'il fait la distinction entre deux types de relations. Et c'est ça aussi qui nous sous-tend quand on fait une consultation. Ce que je vais vous rappeler là. Hein, parce que il y a la consultation, il y a tout ce que j'ai pu vous dire de l'approche globale du thème, et des thèmes, mais il y a aussi où en sont les personnes. Alors lui prend en considération le fait qu'il y a deux types de relations, si on peut dire. Il y a plus que ça, évidemment, mais il dit il y a des relations qui sont dites statiques et des relations qui sont dites érotiques. Érotique, ça ne veut pas dire forcément et uniquement, comme il l'explique d'ailleurs, que ce sont des relations sexuelles. Parce que on peut avoir une relation érotique dans le sens où il entend, on pourrait mettre uranien à la place. Hein, on peut dire que les relations statiques sont des relations saturniennes au sens primaire du terme, et que les relations érotiques peuvent être marquées par les planètes transpersonnelles plus particulièrement. Alors voici ce qu'il explique. Hein. Il dit que dans les relations statiques, c'est-à-dire socioculturelles en fait, la relation est sans risque. Chacun a sa place bien précise. L'homme, la femme, la mère, l'épouse et tout ça, le mari. Alors que la relation érotique, elle est risquée. C'est-à-dire que on n'est jamais arrivé.
C'est-à-dire c'est une relation qui nous amène toujours à nous remettre en cause, à évoluer, à nous transformer pour atteindre cette séparation, justement, dont on parlait. La relation statique, où chacun a la place qui est la sienne et tout, même si de nos jours, ça change progressivement dans les consciences, parce qu'on a la fin de l'ère des poissons et on se prépare à entrer dans l'ère du Verseau, donc on est dans la période de transition entre les deux ères, ce qui ne manque pas d'air d'ailleurs, de toute façon, mais on est dans cette période de transition, et quand on arrive à la fin d'un cycle, si vous regardez les ères précédentes, la fin de l'Empire romain, la fin de l'Empire égyptien et tout ça, à chaque fois ça devient chaotique. Pour que les consciences qui sont enfermées dans une dans une idéologie et qui les empêche d'évoluer spirituellement, prennent conscience qu'il y a quelque chose qui ne va plus. C'est pour ça que finalement on peut dire qu'à cette étape de l'humanité, il y a des personnes politiquement qui se manifestent parce qu'ils sont tellement dans les extrêmes, d'un côté comme de l'autre, que ça fout le bordel, quoi. Et donc que ça remet en cause certaines attitudes, certains comportements qu'on tient pour acquis et tout ça. Donc les relations statiques qu'on peut trouver. Alors moi, en tant que sociologue aussi de formation, je regarde beaucoup des émissions télévisées, quand je peux. Je lis beaucoup de toute façon, mais je regarde des émissions télévisées pour voir, parce que où ils en sont, d'un point de vue sociologique. Et finalement, les vieux schémas, ils sont encore là, chez beaucoup de gens. Et surtout chez les gens qui sont communautaristes, qui sont enfermés dans des idéologies limitantes et qui ne s'ouvrent pas sur les autres. Alors il dit que, et donc ça va jouer aussi sur ce plan-là, les relations statiques, leur objectif c'est la sécurité et la tranquillité. Alors que les relations érotiques, c'est l'intimité et la croissance. C'est intéressant de voir ça. Une relation statique, au bout du compte, c'est l'uniformité et la monotonie. Ouais, j'ai vu mes parents, par exemple. Bon, passe-moi le sel. Alors qu'une relation érotique, c'est la variété et la diversité. C'est-à-dire que quand on est dans une relation érotique, dans le sens où je le dis, où Heidemann le dit, eh bien, on est sans arrêt dans la créativité, on n'est pas limité. On est dans la découverte permanente, on s'enrichit l'un l'autre de nos changements intérieurs, de nos quêtes et tout ça. Justement, le 4e point qui dit, dans une relation statique, il n'y a pas de changement. Chacun reste à la place où il est, dans le rôle qui lui a été attribué par le formatage dans lequel il était au départ. Alors qu'une relation érotique est ouverte et en changement, ouverte au changement. Ce qui ne veut pas dire que quand on est dans une relation érotique, forcément il fallait voir ailleurs. Ouverte au changement, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que en permanence on s'ouvre à d'autres possibilités dans la relation, quelle qu'elle soit. Dans la relation statique, la communication est limitée. Comme je disais, passe-moi le sel, où tu as mis la louche, enfin tout ça, quoi. Ce qui est louche quand j'entends dire ça. Mais vous voyez, des relations qui se cantonnent voilà. Communication limitée. C'est rare que les personnes, et je le vois en consultation pour les gens qui sont encore là-dedans, c'est rare que les personnes s'ouvrent sur ce qu'ils ressentent ou sur ce qu'ils vivent entre eux. Si ce n'est parfois par des coups de colère, des engueulades ou des choses comme ça. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Ce pas des relations satisfaisantes. Je me demande comment ma mère a fait pour vivre 50 ans avec mon père et comment mon père a fait pour vivre 50 ans, plus de 50 ans avec ma mère.
alors qu'ils n'arrêtaient pas de s'engueuler, qu'ils n'arrêtaient pas de vociférer, de se traiter de tous les noms. Enfin, c'est pas marrant, quoi. Hein, mais c'était leur seule manière d'exprimer ce qu'ils ne pouvaient pas dire, en fait. Ouais. C'est dans un thème où on le voit si on est plutôt prédisposé à pouvoir vivre une relation statique, une relation aquatique. Alors, on peut le voir quand on prend les personnes au premier niveau, dans leur compulsivité. Par exemple, encore une fois, un Cancer, un Saturnien, un Poisson éventuellement, un Neptunien, par besoin de sécurité, par besoin de sécurité, qu'elle soit affective ou matérielle, il peut rester enfermé dans une certaine forme de conformité, ce qui n'est pas le cas d'un Saturnien ou d'un Neptunien évolué, évidemment, qui a pris conscience de tout ça. Par contre, quelqu'un qui est marqué par Uranus ou par Pluton, il va être plus dans une relation érotique, mais dans le sens négatif du terme. Je parle de l'uranien ou du plutonien compulsif. Donc on peut voir déjà, mais c'est surtout l'échange qu'on a avec la personne, l'entretien qu'on a, qu'on voit tout de suite où elle se situe, quoi. Ouais. Donc la relation érotique, la communication est libre. C'est-à-dire, voilà, c'est là que je dis, il faut employer les méthodes de la communication non violente de Marshall Rosenberg, hein, c'est-à-dire, voilà ce que je ressens, voilà comment je vis les choses, exactement, je ne porte pas de jugement, je te dis ce qui se passe, simplement. Je ne te critique pas, mais voilà comment je vis les choses. Et toi, dis-moi comment, en toute honnêteté, comment tu vis les choses, pourquoi on est en train de s'engueuler, pourquoi là ça va pas, mais pourquoi ça va bien aussi. La communication est libre, on dit ce qu'on ressent, sans jugement. Ça, c'est les principes de la communication non violente de Marshall Rosenberg, qui est un outil extraordinaire pour la communication. D'ailleurs, souvent, au début de séminaire, je donne les 5 principes de la communication non violente pour que, justement, les échanges de groupe soient dans cet esprit-là, quoi. C'est-à-dire sans critique, sans jugement, avec amour, hein, et simplement, si quelqu'un dit quelque chose qui ne nous plaît pas, faut se remettre en cause, quoi, de part et d'autre. Faut dire, bon, ok, c'est pas mon truc, mais j'entends ce que tu veux dire. C'est ton truc à toi, je le respecte. Ça, c'est la communication non violente. Dans la relation statique, je disais tout à l'heure que s'il peut y avoir des crises de colère, lui il dit pas de colère ni de passion. Hein, pas de colère ni de passion. Bon, c'est neutre, quoi. Mais bon, comme je vous dis, sauf que de temps en temps, ça peut péter. Ou peut-être ailleurs, oui. Alors que dans la relation érotique, il nous dit affirmation de soi et passion. Bon, faut tout faire attention, pas prendre au pied de la lettre, hein, ça demande chaque mot demande une interprétation plus subtile. Dans la relation statique, c'est la dissimulation. Hein, à partir du moment où un homme prend une maîtresse ou une femme prend un amant et qu'elle ne le dit pas, c'est dissimulation. Alors il y en a qui vont dire c'est trahison, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si le couple dans lequel on est nous oblige à prendre quelqu'un d'autre à l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, je ne condamne pas, hein, puisque, enfin, quand j'étais en couple, j'ai jamais fait ça. Mais tu voulais dire? Tu n'as pas levé la main? Non? Oui, mais donc dissimulation alors que la relation érotique est fondée sur la confiance. Dans les relations statiques, les rôles sont bien définis et on fonctionne par projection. Alors que dans la relation érotique, les rôles sont variés et changeants. Hein? C'est-à-dire que dans la relation, pour les gens de ma génération, par exemple, on était conditionnés dans la relation avec les enfants à être en distance des enfants. Le père était
la distance des enfants, tout ça. À part quelques cas, bien sûr, comme moi par exemple, moi j'adorais me lever la nuit pour donner le biberon à ma fille. À partir du moment où sa mère lui a plus donné le sein, c'est moi qui me réveillais. Je disais, tu dors, moi je vais m'occuper de ma fille. J'adorais faire ça. M'occuper d'elle, tout ça. Alors je sais qu'il y a de plus en plus de pères qui font ça maintenant. Alors que dans ma génération, c'était rare, les rôles étaient bien définis, quoi. Donc les rôles sont variés, changeants, quelque part. Dans la relation statique, on se met dans un état de dépendance, du coup, l'un vis-à-vis de l'autre. Tandis que dans une relation érotique, on est dans une relation d'indépendance. Et enfin, dans la relation statique, on a plutôt une relation parent-enfant. Il y en a toujours un qui est dominant par rapport à l'autre. En dehors des décalages d'âge qu'il peut y avoir. Alors que dans la relation érotique, on est dans une forme d'indépendance, mais une relation d'adulte à adulte. Voilà, j'aime bien ce qu'il dit. Ça demande d'autres réflexions, évidemment, et qu'on retrouve dans d'autres livres. En fait, ce genre de choses, ça peut se trouver dans un couple amoureux, mais tu peux aussi le rencontrer avec tes enfants. Ah ben oui, alors tu vas voir ce qui... Oui, tout à fait. Ah oui, papa. Qui peut justement faire comprendre, c'est intéressant, la non-compréhension des fonctionnements de chacun. Tout à fait, il le dit, je vais voir où c'est ce que tu me devances, mais parce qu'il le dit quelque part. Voilà, il dit une relation entre parents et enfants peut tout à fait être érotique sans qu'il soit question d'inceste ou d'abus sexuels. Ouais. C'est pas forcément ce que je voulais dire. Donc on peut avoir une relation de cet ordre-là avec ses enfants. C'est pas forcément ce que j'ai voulu dire en fait. Ouais. J'ai voulu dire que les enfants pouvaient être en fonction de leur thème, statique, pour eux dans leur vie, les poissons, tous ces gens-là, les poissons, les voilà. Et donc eux, ils auront une vision de la vie beaucoup plus statique, beaucoup plus statique, et avoir des parents qui seront plus dans une perception érotique, et donc ça fait des fois un décalage entre la vision de l'enfant de l'enfant ou de l'enfant, en fait, des enfants. Je pense que je veux dire, c'est là-dessus que je veux dire. C'est pas la relation avec l'enfant. Ça va simplement s'expliquer dans le fait qu'une relation avec l'extérieur peut être perçue comme assez insécure. Totalement. Les mains, il a besoin de sécurité. Il va justement chercher du statique pour. C'est intéressant. Donc tout ça nous entraîne au-delà de l'astrologie en fait. Parce que l'astrologie, ce n'est qu'un outil. C'est génial. Sinon j'en ferai pas quoi. mais qui en même temps, c'est un outil pour mettre cette vision de la relation spirituelle cette fois-ci comme un objectif dans l'entretien qu'on a avec la personne. Évidemment, quelqu'un qui est dans le socio-culturel, comme cette femme dont je vous parlais tout à l'heure, bien qu'elle soit chrétienne dans le sens où je vous le dis, elle était une dame, comme on dit, les bonnes œuvres et tout ça, donc elle avait ça, mais elle était dans cette conception catho d'un homme et une femme, que chacun trouve sa place et tout. Alors j'espère qu'entre-temps, je sais qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Après, une fois qu'elle a fait ce chemin, qu'on a fait ce travail-là, tout d'un coup elle a disparu. J'espère que la relation dans laquelle elle est maintenant, c'est une relation érotique, quoi. Dans son histoire à elle, évidemment. Chacun son histoire, quoi. Donc pour toi, ça voudrait dire que passer d'une relation statique à une relation érotique, c'est la relation, on se comprend, c'est l'évolution. C'est l'évolution. Une relation érotique, et le but c'est l'évolution. Et puisque, vous voyez, la maison 7 dans le thème, et le signe, et les planètes qui sont dans la maison 7, comme on va le voir,
nous indique quelque part la manière dont on aborde les relations et comment les relations peuvent nous nourrir. C'est pour ça que dans l'astrologie traditionnelle, on dit exactement que la maison 7, c'est la maison du couple, et puis ça nous donne des indications sur le genre de personnes par lesquelles on est attiré, avec lesquelles on voudrait être, quoi, quelque part. Donc si vous regardez la maison 7, le signe qui tombe dans la 7, les planètes éventuellement qui sont dans la 7, et le maître de la maison 7. Toujours regarder, quand on regarde une maison, où se trouve le maître de la maison. Hein, comme pour l'ascendant, on regarde tout de suite où se trouve le maître d'ascendant. Donc Vénus, où se trouve Vénus Attends, le maître de la maison 7, dans le signe ou dans le signe? Dans ton thème. Si tu as la maison 7 en taureau, tu vas regarder Vénus, etc. Hein, parce que ça va nous donner des informations complémentaires sur les relations et la manière dont tu abordes les relations, consciemment, évidemment, quand tu évolues, et inconsciemment au départ. J'avais une question, je revenais juste un petit peu avant la maison 7. Est-ce que tu utilises le thème composite progressé ou est-ce que tu regardes le transit sur le thème composite? Alors ça c'est une bonne question évidemment. Quand on regarde l'actualisation. Hein, effectivement, on regarde les transits, bien sûr, qu'il y a au moment de la rencontre, dans le thème de chacun. On regarde les progressions, évidemment. On regarde les progressions. Oh, j'ai vu des choses extraordinaires à raconter comme ça. Sur le thème composite. Ah, on peut le faire sur le thème composite aussi. Et ça parle. Ouais. Ah oui, ça parle, bien sûr, ça parle. Les transits sur le thème composite et les progressions sur le thème composite, ça parle également. Ah ouais, tu regardes le composite progressé, les transits sur le thème. Tout à fait. Après, ça devient apparemment très complexe, mais ça l'est pas tant que ça quand on maîtrise le truc, quoi. Hein. Donc voilà la première approche, la réflexion première qui donne l'élan, le là, quoi. Hein, finalement, c'est le là, au travail que nous allons faire dans la semaine. Et cet après-midi, on va commencer à aborder dans le thème de chacun quel est le type de relation. Donc, il faudra qu'on mette, comme j'ai dit, on va mettre le vidéoprojecteur, hein, et on va, j'espère, on essaiera de mettre ça en place cet après-midi. Et comment est-ce que tu envisages de fonctionner? On va d'abord faire passer par tous nos thèmes juste dans le point 1, ou bien on fait chaque fois personne par personne le point 1? On fait d'abord le point 1 pour chacun de nous. Ok. Hein, d'abord. Qui je suis? Qu'est-ce que je cherche? Alors, évidemment, on est nombreux. Essayons d'aller droit au but. Est-ce que tu as envie d'avoir un gardien du temps? Comment? Est-ce que tu as envie d'un gardien? Alors oui, on va mettre un gardien du temps, oui. Ouais. On va mettre un gardien du temps, puis on va mettre un bâton de parole. Ouais. Parce que le problème qu'il y a, c'est que chacun voudrait s'étaler sur ce sujet, hein, ce qui est logique et normal, hein, il ne s'agit pas de critiquer non plus, mais qu'on est nombreux. Donc le but, c'est, encore une fois, d'apporter un éclairage premier pour que ensuite chacun puisse poursuivre le travail de son côté, soit en groupe, soit à la maison, enfin ce que j'appelle dans son laboratoire personnel. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Ça va? Donc pour ceux qui veulent manger, là on peut. Alors je sais pas, ça doit être mouillé dehors, il a plu. On peut manger à côté, là, ceux qui veulent rester pour manger. Je mangerai avec vous, mais rapidement pour aller faire ma sieste.